je vous propose de parler aujourd'hui richesse. Il n'y a pas d'intelligence collective sans richesse. Il y a toujours, dès qu'il y a un collectif, il y a une économie. Il y a forcément des richesses qui circulent, qu'on parle d'une fourmilière, qu'on parle de bactéries ou d'humains. Il y a des ressources, il y a des énergies, il y a des richesses qui circulent. Et bien entendu, dans le monde humain, dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vais revenir un petit peu en arrière pour parler un petit peu comment ça a germé en moi. Quand j'ai commencé vraiment mes recherches en intelligence collective au début des années 2000, j'ai fait en fait deux choses. Je voulais comprendre l'intelligence collective. Cette question me passionnait, au point que j'ai tout arrêté pour faire ça. J'ai quitté mes boulots précédents. Et j'ai voulu comprendre l'argent. Ça me passionnait parce que l'argent, j'ai eu un rapport, je pense comme tout un chacun, on a tous un rapport assez compliqué à l'argent. L'argent, je l'avais gagné, je l'avais hérité, je l'avais levé, je l'avais volé aussi. J'ai fait de la prison pour ça. J'ai fait presque 2 ans de prison pour ça. Donc j'ai connu dans ma chair aussi ce que ça voulait dire. J'ai connu la misère. Donc l'argent, j'avais envie de comprendre. Pourquoi ça me questionnait autant depuis tout petit. Et je faisais ces recherches en parallèle entre l'intelligence collective et l'argent. Je me disais, mais il y a un lien entre les deux. Je mène 2 voies de recherche parallèles. Je voulais vraiment comprendre, au-delà de tout ce qu'on me disait, des trucs que tout le monde sait sur l'argent, je voulais comprendre au fond des choses. Et je me disais, il y a un lien. Et puis j'ai eu mon moment d'eureka, je me souviens très bien, en juin 2002. J'ai pas descendu la rue tout nu en criant eureka, mais presque. Ça a jailli sous forme d'une question, en fait. Comment peut-on maximiser l'intelligence collective si les gens se trouvent en compétition les uns contre les autres pour l'argent rare? Tout simplement. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a une force centripète qui nous unit ensemble. On a envie de faire les choses ensemble, on a envie de partager, on a envie de l'empathie, on a envie de donner, de recevoir. Donc ça nous unit. Et puis il y a une force centrifuge, à un moment ou à un autre, qui dit, oui, mais il y a l'argent rare. Dans mon entreprise, il va falloir que je négocie mon poste ou mon budget contre les autres. Dans mon ministère, la même chose. Donc il y a cette ressource rare, et on va dire artificiellement rare, je pourrais revenir dessus, et qui fait que, à un moment, les deux forces s'opposent, et puis on arrive à un point qui fait qu'on ne peut plus aller, on va limiter cette intelligence collective. On va la limiter parce qu'on ne va pas donner toute son expertise dans son entreprise, parce que sinon on perd sa valeur. Donc il faut créer une certaine rareté pour garder sa valeur sur le marché. On va évidemment négocier les choses un petit peu partout sur le marché, dans l'économie de marché, puisque ça se joue sur la tension de la négociation, et ainsi de suite. Donc on voit que dans cette économie de marché fondée sur ce qu'on appelle des monnaies rares, je vais revenir dessus, eh bien, il y a 2 forces opposées. D'un côté, une force, nous avons envie de nous réunir, de nous unir, de construire cette solidarité. On se sent bien quand on donne et quand on reçoit. Il y a toujours une expérience forte. Et puis de l'autre, il y a cette force qui nous éloigne, où il faut négocier, il faut conquérir cet argent rare, et souvent, ça se fait les uns contre les autres. Donc on se trouve dans ce mélange entre collaboration et compétition, ce qu'on appelle souvent la copétition aussi. Et voilà. Mais donc, j'ai cette première observation que ça limitait le potentiel d'intelligence collective. Alors, j'ai eu mon moment d'eureka, et ça m'a amené à comprendre quelque chose d'encore plus vaste qu'on appelle les architectures invisibles. Ça veut dire comment quelque chose de complètement pervasif, comme l'argent, ou le langage, ou les codes sociaux, vont tantôt nous aider à converger, ou tantôt nous séparer. Alors, je ne vais pas développer ça, toute cette grande théorie aujourd'hui, qui a évolué vraiment quelque chose de central dans l'intelligence collective, mais sur l'argent et sur les richesses, là, par contre, je vais continuer. Ça m'a donné ensuite envie de me dire, alors, si l'argent, en tant que technologie, nous limite, si ça a si bien fonctionné par le passé, mais aujourd'hui, ça nous limite, ça ne répond plus au cahier des charges de la société qui vient, de l'écologie, de la solidarité, du partage des ressources, de l'open innovation, peut-on faire mieux que l'argent? Et me voici lancé dans une première aventure sur ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, à savoir, y a-t-il des monnaies complémentaires au système qui peuvent déjà, au moins, améliorer un petit peu le système? Et vous avez entendu parler, j'imagine, ces dernières années, toute cette profusion qu'on voit de monnaies dites complémentaires. Mais comme leur nom l'indique, elles complémentent, elles ne changent pas, elles complémentent, comme des compléments alimentaires. Et j'ai vite passé cette étape pour aller vraiment plus loin et me questionner avec plein d'autres chercheurs dans le monde sur ce qu'on appelle la société post-argent. Ça veut dire, avons-nous à notre disposition des outils
qu'on peut déployer aujourd'hui et qui peuvent nous permettre de créer des économies à la fois solidaires, à la fois intégratives de toute la complexité écosystémique, qui soutiennent l'open innovation, qui respectent l'humain, bref, qui répondent à un cahier des charges beaucoup plus puissant que ce que permet l'argent rare tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors quand je dis argent rare, il n'y a pas un jugement de valeur personnelle, j'utilise un terme technique qu'on a en économie. L'argent rare veut dire que la majeure partie des gens dans la société font l'expérience de la rareté. Il peut y avoir plein d'unités de compte, mais l'argent se concentre dans les mains de quelques-uns, non pas, contrairement à ce qu'on croit, à cause de la rapacité des gens, qui peut jouer, mais il y a un événement beaucoup plus essentiel, ce qu'on appelle l'effet Pareto. Vous avez entendu parler de cet effet Pareto ? Vilfredo Pareto, un sociologue, économiste italien, à la fin du XIXe siècle, voyage et va dans différents pays. Il se rend compte que peu importe les régimes politiques, les régimes fiscaux, la religion, les ressources en place, enfin, tout ce qui fait la configuration d'une population, eh bien, il y avait toujours une loi de concentration. En gros, 20% de la population contrôlait à peu près 80% de l'économie, ce qu'on appelle la loi des 80-20, pour faire simple. En fait, il a vu donc, qu'il y avait apparemment une loi peu influencée par les facteurs extérieurs, un petit peu mais pas beaucoup, et il en a écrit ces fameuses équations parétiennes ou équations de Pareto qu'on appelle loi de condensation. Alors pour faire plus simple, ça on le connaît quand on joue au jeu de Monopoly. Je vais poser la question, qui n'a jamais joué au jeu de Monopoly? Levez la main. Je ferai une photo. Personne, il n'y a pas une main levée. Tout le monde a joué au Monopoly. Et on fait cette expérience-là. On démarre dans un monde idéal, finalement tout à fait égalitaire, on ne peut pas faire mieux que ça. Et puis, plus j'ai d'argent, plus je peux en investir, plus j'en investis, plus j'en gagne, plus j'en gagne, plus j'investis, plus j'investis, plus j'en gagne, et ainsi de suite. A contrario, moins j'ai d'argent, plus je vais devoir payer un loyer aux autres, et moins je vais avoir d'argent. Donc moins j'ai d'argent, et plus j'ai d'argent, plus j'ai d'argent. Et on a comme ça des courbes exponentielles où un joueur va commencer, bon ça oscille un peu au début, puis un joueur va aller vers le plafond et va remporter la mise, et puis les autres, petit à petit, les uns après les autres, vont faire banqueroute et plonger dans le négatif. Alors, il y a deux éléments intéressants à retenir sur ça. Le premier, qui gagne? Qui gagne au Monopoly? Celui qui reste. Alors, ou la banque? La rue de la Paix? En fait, dans la théorie des jeux, on appelle ça un jeu à mort collective. Parce que même si j'ai accumulé tous les billets, ils ne me servent plus à rien. Déjà, mes autres partenaires n'ont plus d'unité d'information pour échanger, déjà, donc ils ont une mort économique, et moi aussi. Sauf si on change les règles du jeu, on peut changer les règles du jeu. Maintenant, deuxième conséquence, justement, on peut mettre autour du jeu les gens les plus bienveillants du monde, les plus sages du monde, on leur demande simplement, jouez avec les règles du jeu, faites commerce ensemble. Achetez, vendez des terrains, des hôtels, où on pourrait faire des fruits et des légumes, ça ne change rien. Eh bien, ils finiraient aussi avec des riches et des pauvres. Quand bien même leur sagesse personnelle, leur développement personnel, leur bienveillance, il faudrait la mettre, ils n'essaient pas de couler l'autre, ils essaient simplement de faire commerce. Eh bien, ils finiraient avec des riches et des pauvres. Et vous voyez, on a donc cet effet Pareto, cette loi physique, généralisée d'ailleurs en physique quantique il y a une vingtaine d'années par deux Français, et qui nous montre que dans le système monétaire classique, tel que nous le connaissons, nous avons ce qu'on appelle un effet de condensation. De condensation, le terme technique. Donc ça se concentre dans les mains de quelques-uns. Et à côté, il y a le drame qui se produit, il se produit vraiment là, ce qu'on appelle la sous-monétarisation. Autrement dit, dans l'écosystème humain, la majeure partie des gens ou des entreprises se trouvent sous-monétarisés. Ça veut dire que s'ils avaient plus de flux financiers, plus de ces unités d'information, ils pourraient donner plus et recevoir plus. Il y aurait plus de flux dans les deux sens. Imaginez que je vous donne à chacun une petite paille et je vous dise maintenant respirez par la petite paille. Eh bien, vous vous sentiriez certainement très limité. En plus, si je vous dis après bougez, trémoussez-vous, vous suffoqueriez. Ça veut dire que vous seriez en sous-oxygénation, alors que vous pouvez faire beaucoup plus de mouvements, finalement. Vous pourriez faire beaucoup plus d'actions si vous n'aviez pas cette petite paille. Eh bien, la rareté de la monnaie agit exactement de la même façon. Elle crée une rareté artificielle dans la collaboration et dans les échanges. Donc je rembobine pour vous dire, voilà, depuis des années avec d'autres, nous travaillons
je parle de réseau international de recherche, sur les technologies du post-argent. Et je peux vous dire, ça va arriver certainement beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Parce que le jour où on va avoir ces interfaces-là faciles sur nos téléphones portables et qui vont permettre de déployer des échanges et de la collaboration sans avoir besoin de l'argent tel qu'on le connaît, et je parle aussi, j'exclus le Bitcoin, si le Bitcoin fonctionne comme les dollars ou les euros, je veux dire, on a les mêmes mécanismes de rareté et de concentration. Je parle vraiment d'autre chose que je n'ai pas développé aujourd'hui. Et voilà pour vous dire, si vous voulez, l'importance que vont jouer ces technologies quand elles vont arriver. Et je vous invite vraiment à, si vous le souhaitez, faire des recherches sur Internet. Je pourrais vous donner quelques liens pour vous informer sur ce qui va arriver. Alors quand, dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien, pas dans 50 ans. Et le moment où ça va arriver, ça va tout changer. Alors ce que je vais développer un petit peu plus aujourd'hui, puisqu'on va revenir vraiment au temps présent, si vous voulez, tout ça nous a obligés à revenir sur les fondamentaux de la richesse. Parce que finalement, la richesse, quand on dit par exemple, on dit tiens, un tel, on désigne un tel comme riche, on pense à quoi? On pense à son compte en banque. Or, la richesse se résume-t-elle à cette monodimension linéaire, le plus ou moins? Bien sûr que non, on le sait. On le sait, d'ailleurs, on se réunit ici à l'APM parce qu'on va vivre tout un ensemble d'autres formes de richesse. Sauf que dans le monde de l'entreprise, dans l'économie, on ne sait pas les voir, ces richesses. Nous n'avons pas de langage, nous n'avons pas de méthodologie pour savoir les voir. On a bien quelques indicateurs, on a des indicateurs de richesse ici et là, on a même indicateurs de bonheur, on a des choses, indices de développement humain, IDH, etc. Mais ça reste des indicateurs complètement dispersés et pas du tout intégrés dans une compréhension profonde de la richesse. Or, dans nos recherches, pour avancer sur la société post-argent, on a dû tout balayer, tout reprendre à zéro et nous demander la richesse, ça veut dire quoi? Et je vais essayer de partager ça donc avec vous là maintenant. Voilà ma petite télécommande. Parce que j'espère, même si ça peut vous sembler un petit peu théorique au début, j'espère que vous allez pouvoir y voir un outil extraordinaire pour l'entreprise. Et je vais commencer par des exemples. Je vais vous parler donc de ce qu'on appelle la richesse intégrale. Puisque quand on parle de richesse, en général, on parle argent. Richesse intégrale, commençons par 1 kilo de patates, une voiture, de l'électricité, des électrons. On va appeler ce type de richesse des richesses dites mobiles. Pourquoi? Parce qu'elles vont d'une main à une autre. Qu'il s'agisse d'une maison, d'une voiture ou d'électrons, en fait, il s'agit de richesses matérielles, mobiles, et nous les faisons circuler, nous les humains, ou le monde vivant d'ailleurs également, nous les faisons circuler d'une personne ou d'un être à un autre. On parle donc de richesses mobiles, celles que l'économie classique, en argent, mesure. On fait tout ça avec de l'argent depuis très longtemps, depuis que nous savons lire et écrire. Je vais prendre d'autres exemples. Maintenant, si je vous parle d'une empreinte écologique, ou si je vous parle de biodiversité, on va dehors dans le parc à côté, on compte les espèces d'oiseaux, de champignons, d'arbres, etc., la biodiversité, ou on vous fait une prise de sang, et puis on va mesurer vos taux de plaquettes, tout ce qui peut y avoir dans le sang, ou un test, par exemple, de qualité sur des normes précises d'un objet, d'un ordinateur, par exemple, ou de voiture, comment elle résiste au crash test. On va mettre des normes, donc des tests de qualité. Là, je ne parle plus de richesse mobile. Je parle de richesse, deuxième type de richesse, je parle de richesse mesurable. Ça veut dire qu'on met un protocole derrière et on va mesurer. Et ça, déjà, ça va plus d'une main à une autre. Moi, mon taux de plaquettes dans mon sang, je ne peux pas le changer. Votre turnover dans l'entreprise, vous avez peut-être un très bon turnover, un très, très faible taux de turnover dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas l'amener dans une autre entreprise. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez que déjà, on parle de richesse non plus mobile, mais mesurable. Et je vais continuer. Le temps, bien entendu, j'avais oublié, le temps, richesse tout à fait mesurable. Continuons maintenant si je gagne la médaille du meilleur inventeur, par exemple, sur un concours, ou bien vous faites le 100 mètres et vous vous trouvez sur le podium, sur une des 3 places, ou bien vous recevez dans votre entreprise le label du meilleur vendeur, peu importe. Alors là, je vais encore un petit peu plus loin puisque je parle d'un 3e type de richesse qu'on appelle des richesses ordonnables. On les ordonne. Ça veut dire l'ordre que ça a par rapport aux autres richesses compte. Le meilleur pain ou le meilleur boulanger, la voiture la plus fiable,
le lieu de vacances le plus équitable, etc. Donc vous voyez, on a des tas de façons finalement d'ordonner, et le fait que ça arrive en haut du panier représente pour nous une richesse en fonction de critères particuliers. Par exemple, aux Jeux Olympiques sur le 100 mètres, on a décidé de mesurer la vitesse. Mais on aurait très bien pu mesurer la grâce de la foulée ou le nombre de calories dépensées par les gens qui courent. Je veux dire, on pourrait faire autrement. D'ailleurs, en gymnastique artistique, on ne fait pas la vitesse. On fait des mesures sur les gestes de gymnastique. Donc vous voyez, là, je vous parle d'un troisième type de richesse qu'on ne peut pas faire circuler, qu'on ne peut pas nécessairement mesurer, mais par contre, on peut ordonner, on peut mettre dans l'ordre. Et puis, voici un quatrième, où là, je n'ai même pas d'image à mettre, des choses tout à fait abstraites, comme par exemple la beauté, la confiance, la créativité, la joie. En fait, des choses qui relèvent de notre expérience subjective. Là, je précise bien subjective. Ça veut dire qu'il n'y a que vous, dans votre être, qui puissiez exprimer cette richesse-là. Par exemple, il y a eu des échanges de merci. Aviez-vous envie de dire merci ou pas à quelqu'un? Ça vous appartient. Après, on peut compter les merci, on peut mesurer les merci. On peut mesurer un applaudimètre. On peut mesurer, par exemple, lorsque vous mettez des étoiles pour apprécier un restaurant sur un guide ou un hôtel, ou etc. On peut mesurer. Mais au départ, vous devez subjectivement exprimer votre expérience. D'accord? Voilà cette quatrième forme de richesse. Et on va voir un petit peu comment elles fonctionnent, toutes ces richesses ensemble. Pardon, excusez-moi. Richesses énonçables. On les énonce. D'accord? En anglais, je préfère le terme anglais, désolé, ça fait un peu pédant, mais acknowledgeable wealth. Ça veut dire vraiment, on énonce. Pardon? Voilà. On le dit. Voilà. On verbalise cette forme de richesse. Merci d'avoir demandé. Alors, acknowledgeable wealth. Wealth, voilà, la richesse en anglais, wealth. Acknowledgeable. To acknowledge, il n'y a pas tellement de traduction. Ça veut dire faire honneur à quelqu'un, ça veut dire les qualités de quelqu'un. Alors, elles ont un lien, ces richesses-là, parce que je les ai énoncées de manière séparée, mais vous allez voir qu'elles ont un lien très fort entre elles. Donc, j'ai commencé par les richesses mobiles. Exemple, les pommes de terre. J'ai continué par les richesses mesurables. Exemple, comment dire, je ne le vois même plus sur ma petite image. Voilà, l'empreinte écologique. Voilà, empreinte écologique, pour voir si vous suivez. La troisième, donc les richesses ordonnables. Exemple, une médaille. Et la quatrième, les richesses énonçables. Exemple, la solidarité ou la confiance. Vous voyez que je les mets sous forme de cercle concentrique. Et il n'y a pas de hasard. On va continuer. Reprenons ces quatre formes de richesse. Vous pouvez voir déjà que ces quatre formes de richesse, qu'on parle de confiance, de premier de la classe, d'empreinte écologique ou d'un kilo de patates, il s'agit toutes de richesses énonçables. Je veux dire, si je déclare un kilo de patates quelque chose que j'aime, ou une pomme, ou 20 €, peu importe. Je veux dire, vous voyez en bas, au centre, ici, je le considère déjà comme une richesse. Je déclare ça comme une richesse. De même que pour certaines personnes, l'empreinte écologique, ça compte, et ils vont définir ça comme une richesse de la société, mais pour d'autres, pas du tout. Ils ne vont pas le mettre dans ce cercle-là. Peut-être que pour certaines personnes, le classement de telle entreprise compte, et pas pour d'autres. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on va appeler une richesse, déjà, s'appelle une richesse parce que nous la déclarons en tant que telle, parce que nous l'énonçons en tant que telle. Maintenant, dans ces richesses, vous allez voir qu'il y a un principe inclusif. Certaines richesses ont ce caractéristique de pouvoir s'énoncer, et en même temps, on peut les ordonner, on peut les classer les unes par rapport aux autres. Et puis, un sous-ensemble de ça, certaines richesses, bien sûr, on les énonce, on les ordonne, mais en plus, on peut les mesurer. D'accord ? Et puis un tout petit parti au centre, certaines richesses, on les considère bien sûr, on les énonce en tant que telles, mon kilo de patates, je déclare qu'il s'agit d'une richesse. Je peux définir quel kilo de patates me semble meilleur que tel autre, donc je peux aussi les ordonner. Je peux mesurer mon kilo de patates par le poids, les nutriments, leur qualité gustative, ont-elles de la chimie dedans ou pas. Je peux aussi mesurer des choses par rapport à ça. Et bien entendu, je peux le faire circuler. Je reprends au sens inverse, je vais prendre une pomme. On a l'habitude, dans l'économie classique, de dire, ben voilà, mon kilo de pomme, il vaut tant.
et on brasse tant de millions de kilos de pommes par an, on fait des statistiques, etc. Et on ne parle que de quantité. On ne parle, dans notre langage courant dans la société, que de richesse mobile, sur le côté monodimensionnel. Ah oui, mais ma pomme, elle a peut-être aussi justement d'autres qualités. Des qualités dites, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, voilà, qualités mesurables. Ça veut dire que là, je vais commencer à considérer ma réalité de manière plus vaste, puisque je vais intégrer dans ma relation avec la pomme, eh bien, ses qualités nutritives, quelle empreinte écologique derrière, a-t-elle parcouru 10 000 kilomètres ou pas pour venir dans mon assiette, répond-elle aux critères bio ou pas, les gens comment ont-ils travaillé pour amener cette pomme. Donc je peux mettre des éléments mesurables, des formes de richesse dites mesurables, que l'on n'a pas dans un prix, simplement. Vous voyez que là on commence à étendre notre vocabulaire de la richesse. Et continuons justement, à partir du moment où j'ai mesuré des choses, il y a peut-être maintenant, je peux aussi commencer à comparer ma pomme à d'autres pommes, suivant des critères peut-être sur la durabilité, peut-être sur des qualités gustatives, nutritives, sur des pesticides ou des choses comme ça. Mais je peux parler d'une pomme ou je pourrais parler aussi des vêtements que j'ai sur moi. On peut faire la même chose. On peut parler du vêtement au niveau du coût, mais on peut aussi maintenant s'intéresser à des questions liées aux richesses mesurables. Combien de kilomètres a fait ce jean avant d'arriver? S'agit-il de coton bio ou pas? Qui a travaillé dessus? Avons-nous la traçabilité? Vous voyez que là, on parle de richesse dite mesurable. Ensuite, ce jean-là ou cette pomme-là, peu importe, comment se comporte-t-il par rapport aux autres? Et là, on commence à entrer dans les richesses dites ordonnables. Et enfin, quatrième catégorie, quelle expérience j'ai de cette pomme, de ce jean, de l'APM, de cet événement, de ce restaurant, de ce séjour en vacances quelque part. Chacun, on a une expérience personnelle, importante, subjective, et là, ça ne relève que d'un énoncé qu'on peut mettre une méthode derrière, comme par exemple ce qu'on a commencé à faire dans la salle, se donner des petites pastilles pour dire merci. Alors pour commencer à faire le lien justement avec ce que nous avons voulu tester comme expérience, parce que je le répète, ce matin, on fait tous une expérience ensemble. Hein, on l'a jamais fait. Hein, donc ensemble, on co-crée quelque chose et on va se faire tous un retour d'expérience. Mais en tout cas, nous essayons ensemble de construire une expérience de richesse intégrale. Ça veut dire de voir, bien entendu, ce qui va circuler entre nous, de voir ce que de pouvoir mesurer un certain nombre de choses. Par exemple, on va pouvoir mesurer les merci, la gratitude, l'effet wow, le nombre de problèmes éventuellement ou de réponses, de questions qui ont reçu une réponse. On va essayer de rendre visibles les richesses intégrales qui circulent parmi nous dans cette assemblée, dans cette salle. Vous voyez que là, nous faisons une expérience, nous tentons en tout cas de faire une expérience d'économie intégrale. Et ce qui va nous amener, bien entendu, à nous poser des questions pour nos entreprises, bien entendu. Comment l'entreprise, aujourd'hui, peut-elle apprendre à voir ces richesses, non pas sur le plan richesse mobile, comme on en a l'habitude, avec un bilan d'entreprise classique, hein, mais de voir l'ensemble de ces richesses, donc de manière intégrale, de se voir elle-même. Ça veut dire que nous développons notre conscience d'être humain. Pas simplement une méthode, mais derrière, quand nous voyons nos richesses, individuellement et collectivement, nous augmentons notre conscience. Nous développons notre conscience, et si nous développons notre conscience, nous développons notre capacité à faire. Évidemment, plus de conscience veut dire plus de capacité à faire. Toujours. Il y a toujours un lien entre l'être et le faire. Ça va, vous me suivez? Il y a intérêt. Oui? J'ai un petit souci entre l'ordonnable et le mesurable. Oui. Parce que pour ordonner, il faut avoir mesuré. Par exemple, vous avez donné, je suis majeur de promo, j'ai une note, j'ai gagné une marathon, j'ai un exemple. Pourquoi c'est dans ce sens-là? On n'a pas nécessairement besoin de mesurer pour ordonner. Si je vous demande, préférez-vous les pommes golden ou les pommes granny, hein, on peut mettre des protocoles, effectivement. On va sur des qualités nutritives, par exemple, et là, on va par exemple mesurer la performance des systèmes. Hein. Mais parfois, je veux dire, l'ordonnable peut se jouer aussi sur des notions subjectives. Donc, merci pour cette très bonne question, parce que...
Typiquement le Festival de Cannes, voilà. J'ai fait partie d'ailleurs il n'y a pas longtemps d'un jury aussi d'un festival de films. Il y avait exactement ces mêmes questions. Donc vous voyez que finalement, on va de plus en plus de l'objectif vers le subjectif. Hein, et on va de plus en plus vers l'humain aussi. Si je vous demande, dans votre corps, quel taux d'albumine aviez-vous la semaine dernière ou quelle pression artérielle, bon, oui, important de le savoir. Si elle ne va pas, la pression artérielle, ça ne va pas. Hein, si les richesses mobiles ne vont pas, le reste ne va pas. Maintenant, si je vous demande comment vous vous sentiez la semaine dernière, ça, vous vous en souvenez certainement. Parce que ce qui va le plus compter pour nous va se jouer beaucoup plus à l'extérieur du cercle, en tout cas dans notre expérience humaine. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe à l'intérieur du cercle ne compte pas. Si j'ai une mauvaise tension artérielle, ou si une entreprise fait un mauvais chiffre d'affaires ou pas de bénéfices, ça va très mal. Donc il faut. Hein. Mais en même temps, réduire notre expérience humaine, individuelle et sociale uniquement à des flux, tels qu'on le fait pour l'entreprise, fait que nous fonctionnons avec des animaux sociaux de l'ordre de conscience du dinosaure ou de l'amibe. Eh oui, parce que nous n'avons pas encore su créer des collectifs qui aient ce niveau de conscience de leur propre richesse. Et à partir du moment où nous avons la conscience de notre propre richesse, nous pouvons commencer à déployer une intelligence collective beaucoup plus vaste, évidemment. Si moi je raisonnais dans mon corps simplement en fonction de ma pression artérielle, j'irais pas bien loin dans la vie. Et oui, mais les entreprises, elles font ça la plupart du temps. Elles raisonnent sur des caractères, si on raisonne dans l'évolution du vivant, ou à peine énervés, ça veut dire, ou vraiment des animaux sociaux encore extrêmement primitifs. Si nous voulons faire évoluer le vivant social, nous avons tout intérêt à déployer déjà en nous, dans notre culture, dans notre façon de voir les choses, la conscience de la richesse intégrale. Voilà, première chose. Oui, monsieur. Oui, si vous pouvez parler plus fort, et bien éventuellement le micro, comme ça, dans l'enregistrement. Ça, et puis, je vais continuer, on va vraiment faire aussi des questions-réponses après. Hein. Oui. Laurent, animateur APM Mont-Blanc. Oui. Donc simplement, les institutions financières fonctionnent un peu comme des amibes. Pour caricaturer. On est beaucoup sur la première... Oui, c'est une caricature, je force le trait exprès, mais c'est un peu le... Elle fonctionne, merci de le préciser. En fait, je vais faire un petit détour là-dessus, ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale jusqu'à présent, puisque les institutions financières, les États, les administrations, les moyennes ou grandes entreprises, dès qu'on se met à avoir des organismes sociaux assez grands, n'ont su fonctionner jusqu'à présent que sur ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire pouvoir centraliser, chaîne de commandement, division du travail, monnaie rare. Hein, en gros, les grandes caractéristiques. Et ces animaux sociaux-là s'avèrent encore extrêmement rudimentaires. Ça veut dire que leur système nerveux, en quelque sorte, leur système de conscience collective, s'avère extrêmement rudimentaire. Quand bien même leurs petites cellules, les humains, elles-mêmes peuvent avoir une très grande évolution. Mais l'ensemble, l'animal social en tant que tel, s'avère très, très, très rudimentaire. Et la question que nous nous posons tous les uns les autres, nous avons un besoin, un désir d'évolution de notre humanité qui va passer, bien entendu, par l'évolution de l'entreprise en tant que telle, de l'acte d'entreprendre, de la façon dont nous constituons nos collectifs. Et ça, passer vers la richesse intégrale constitue un des éléments essentiels, pas le seul, mais un des éléments essentiels de cette évolution. Et je vous invite tous à évoluer dans votre réflexion sur l'entreprise vers la richesse intégrale. Alors concrètement, derrière, là je vous donne les grandes lignes, je vous donne un peu les plans de la carte, mais concrètement, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle des séances de brainstorming, où vous allez déjà vous réunir et vous dire, voilà, quelle richesse souhaitons-nous voir et faire circuler et créer, puisqu'il n'y a pas que des richesses circulantes, je le répète, il y a des richesses que l'on crée, dans notre entreprise. Voulons-nous développer la conscience, ou la confiance? Voulons-nous développer plus de temps, là on va parler de mesurables, de temps de formation? Voulons-nous augmenter notre chiffre d'affaires ou pas? Pas forcément, on se sent peut-être très bien avec ce qu'on a et on va plutôt jouer sur les marges. Voulons-nous faire baisser le turnover, etc., etc. Il y a plein de richesses que vous allez d'abord, sur lesquelles vous allez brainstormer, et vous allez voir que certaines, il s'agit de richesses énonçables. Par exemple, vous voulez faire évoluer la convivialité ou la confiance dans l'entreprise. Certaines, vous allez les classer dans du mesurable. Par exemple, peut-être faire baisser le temps que les gens passent dans les transports, ou faire baisser l'empreinte écologique de l'entreprise. Vous allez peut-être vous intéresser à des richesses ordonnables,
peut-être devenir l'entreprise la plus heureuse de votre région si on prend un certain nombre de critères pour ça, et ainsi de suite. Vous voyez que si vous brainstormez sur les richesses, vous allez naturellement entrer dans les richesses intégrales, et là, vous allez pouvoir commencer à les ordonner entre elles, et avec cette méthodologie, pouvoir donner une vision de votre entreprise à vous-même en interne, mais aussi à l'extérieur, qui va bien entendu beaucoup plus loin que les bilans et tout ce qu'on connaît d'extrêmement rudimentaire. Ça va? Vous me suivez? Il y a intérêt. Allez, on continue. Je vais maintenant vous parler d'un deuxième aspect de la richesse, on va dire croisé avec le premier, connu, classique, qu'on appelle le beau, le bon et le vrai. Alors autant avant, je vous donnais en quelque sorte une carte pour voir, et maintenant, je vais essayer de vous donner la boussole. La boussole, ça veut dire ce qui nous permet de prendre des directions intéressantes en fonction d'un système de valeurs. Avec une question, cette question, en fait, elle a jailli il y a une dizaine d'années dans mon parcours de recherche. J'accompagne des grands groupes sur leur innovation de rupture, justement. Comment devenir des grands groupes conscients. Donc, j'accompagne des CEO dans le monde, et un certain nombre de grandes entreprises font face à ce problème. Elles ont ce côté mondial, donc elles ont face à elles un ensemble de cultures, de pays, de cultures, de modes référentiels, de valeurs extrêmement différents. Déjà en interne, parce qu'elles opèrent dans plusieurs pays, donc évidemment pas grand-chose en commun entre un Chinois, un Indien, un Sud-Américain, un Européen. Déjà, beaucoup de différences. Et puis deux yeux aussi, avec tout leur supply chain et tous les fournisseurs, toute la galaxie de gens qu'elles ont, on peut se trouver dans des systèmes de valeurs extrêmement différents. Avec une question, finalement, y a-t-il des valeurs universelles? Et en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, la réponse nous dit oui. Il y a un système de valeurs universelles qu'on appelle le beau, le bon, le vrai. Et là, je ne vous donne pas un truc de consultant, comme ça, d'un trip de consultant, ou alors d'un consultant assez ancien, puisque vous le connaissez. Il s'agit de qui? Alors, Socrate ou Aristote? Ariscrate. Allez, on va dire Ariscrate. Socrate. Qui, le premier, a vu que, finalement, tout être humain, toute société, peu importe les époques, fonctionne sur ces trois valeurs universelles du beau, du bon et du vrai, et qu'on appelle d'ailleurs des valeurs primaires. Exactement comme les couleurs primaires. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai pas fait ça par hasard, j'ai pris 3 couleurs. Avec ces 3 couleurs, le magenta, le jaune et le cyan, on peut reconstruire n'importe quelle image, n'importe quel tableau. D'accord? Eh bien, avec ces 3 valeurs primaires, le beau, le bon, le vrai, on peut reconstruire n'importe quel système de valeurs dans le monde. Et vous allez voir que ça, c'est un côté très utile pour ceux d'entre vous qui font de l'international, primo. Et surtout, ça nous donne un système, une boussole pour naviguer extraordinaire. Je vais essayer de partager ça. Mais je vais revenir d'abord sur le beau, le bon, le vrai, parce que depuis Aristote, on a progressé, et on sait notamment que le beau, le bon, le vrai constitue notre structure linguistique, notre structure de base la plus profonde dans la façon de voir le monde et de construire nos langues, peu importe les langues. Et vous allez voir pourquoi. Si je commence par le beau se rapporte au je, à soi, à la première personne. Et oui, vous prenez n'importe quel enfant du monde, déjà à 2 ans, ou même avant, vous lui donnez 3 brindilles ou 2 crayons de couleur, il va essayer de créer quelque chose. Donc le beau, j'en parle non pas au sens d'une esthétique extérieure, liée à des critères sociétaux, des critères d'esthétique, mais au fait que nous existons tous en tant que créateurs. Créateurs d'entreprise, créateurs d'environnement, d'espace. On va chez soi, on va mettre un bouquet de fleurs, on va essayer de se parer aussi de beaux vêtements, etc. Nous avons naturellement cet allant naturel à créer. Nous existons en tant que créateurs. Et d'ailleurs, dans nos vies, si nous ne créons pas, on se sent malheureux. Partout dans le monde où je vois des gens en train de créer, je vois des gens heureux. Ils ont la banane, toujours. Lorsque les gens ne créent plus, il y a quelque chose qui commence à aller beaucoup, beaucoup moins bien. Donc voilà, nous existons en tant que créateurs. Donc le beau se rapporte au je, à l'être libre et créateur. Si je passe maintenant au bon, ça se rapporte au tu, à l'autre, à l'alter ego. Parce que seul l'autre peut me dire ce qu'il ressent de moi, de mes manifestations, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je crée. L'autre va pouvoir me le dire. Alors quand je dis l'autre, il s'agit de l'autre personne, mon voisin,
mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes collègues, mais aussi la société en général, l'environnement. L'environnement, à sa façon, il dit aussi ce qu'on lui fait. Il ne le dit pas de manière verbale, mais il le dit. Donc ça pose une question personnelle. Quelle porte de perception je décide d'ouvrir en tant que personne, ou nous décidons d'ouvrir en tant qu'entreprise, pour écouter l'autre ou les autres? Que nous disent-ils de nos actions? Comment les accueillent-ils? Comment les voient-ils? Comment ça répond dans la société, dans les écosystèmes et chez les autres? Et puis troisième, le vrai. Le vrai nous amène à la troisième personne, le ça, le it en anglais, les choses qui existent, en fait, le principe de réalité. On construit une centrale nucléaire, va-t-elle résister au tremblement de terre, au tsunami, oui ou non? Principe de réalité. On construit un pont, va-t-il tenir ou pas? On construit un ordinateur, va-t-il marcher ou pas? On construit une voiture, on taille du marbre en tant que sculpteur, eh bien il faut apprendre la technique du marbre, la physique du marbre, pour voir à quel moment ça tient, à quel moment ça casse. Donc ça nous met dans une relation à ce principe de réalité qui existe, à cette physique que l'on va apprendre, qui va nous transformer, que l'on va aussi transformer à son tour. Donc il y a une relation, un dialogue en quelque sorte permanent entre l'être et ce principe de réalité qui existe à l'extérieur, avec sa physique. Donc je répète, le je, première personne, l'être créatif pour le beau, le tu, deuxième personne, l'autre pour le bon, qui va nous donner son expérience subjective, et troisième, le ça, le it, la troisième personne, le principe de réalité qui va nous donner un retour d'expérience objective. Alors, je vous disais qu'on parle de valeurs universelles. Si je ramène le beau, le bon, le vrai à la société dans son ensemble, on peut parler des arts, on peut parler de la morale, et on peut parler de la science. Ces trois grands pivots qui constituent une société. Donc une société sans art ne relève pas d'une société, une société sans morale non plus, une société sans science, évidemment, ne va pas aller très loin. Donc vous voyez déjà que ces trois choses-là, le beau, le bon, le vrai, moi je m'en sers personnellement depuis des années comme d'une boussole. À savoir, je me pose la question maintenant, ai-je une vie créatrice? Je crée ou pas en ce moment? Je me sens dans mon être créateur ou pas? Ben oui ou non, ou peu importe. Enfin, à moi de voir, je pourrais même d'ailleurs mettre une échelle de 1 à 5, pourquoi pas, hein? J'entends quoi des autres? Ils me disent quoi les autres de ce que je fais? J'écoute ou j'écoute pas? Ah ben si j'écoute, alors j'écoute qui? Comment? Et j'en fais quoi de ce que j'écoute? Donc quelle porte de perception j'ai décidé d'ouvrir en moi? J'intègre quoi? Je fais comment? Et puis troisième chose, dans ma vie, je rêve ou je fais vraiment des choses concrètes, du principe de réalité? Ben là aussi, je vais pouvoir me questionner à tout moment sur ce rapport que j'ai à la réalité. Je mets des cadavres dans le placard, par exemple, truc classique en entreprise. On fait de la R&D, on développe une nouvelle molécule, on a très envie de la vendre et on ne va pas trop faire attention à son impact sur l'environnement. Et bien là, on commence à tricher avec le principe de réalité, un truc classique. Vous voyez, donc ces trois éléments-là, on peut se poser la question au niveau de l'entreprise et bien entendu au niveau personnel. Et moi, je peux vous dire, je m'en sers tout le temps personnellement, je m'en sers quasiment tout de suite pour voir aussi des collectifs, sur quelle base ils fonctionnent. Certains vont aller plus sur le vrai que le bon, ou d'autres plus sur le beau que le vrai, et ainsi de suite. Alors, un exemple, je vous disais on parle de valeurs dites universelles. Prenons ces magnifiques mots de la Constitution française, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, même chose, ça repose sur le beau, le bon, le vrai, et vous allez voir pourquoi. La liberté, elle se ramène au jeu, à l'être. La liberté de penser, la liberté de créer. Donc on revient au jeu. Si je parle maintenant de l'égalité, l'égalité, ne croyez pas qu'elle aille dans le bon, souvent on fait cette erreur, elle va dans le vrai. Elle nous ramène au vrai. Et oui, parce qu'au siècle des Lumières, finalement, il y a cette prise de conscience que l'on naisse roi ou mendiant, peu importe notre condition sociale, la gravité s'applique de la même façon pour tout le monde. Et oui. Donc il y a quand même quelque chose, peu importe notre origine sociale, qui nous met à égalité devant un principe supérieur. On peut dire ce qu'on veut, la loi de la physique s'applique de la même façon. Donc il y a cette notion de vrai dans la notion d'égalité. Et puis, bien entendu, la fraternité nous ramène au bon, à l'autre. Et vous voyez qu'on retrouve aussi nos trois valeurs primaires.
Ça, j'ai eu l'occasion de le tester, notamment dans le monde de la cosmétique, parfumerie, qui représente certainement un des secteurs les plus divers, parce que dans la cosmétique parfumerie, par exemple, on va faire beaucoup de choses avec des peuples premiers, donc dans des cultures extrêmement différentes de celles de la modernité. Et alors, je vais vous dire, quand on leur parle de développement durable et de sustainability et toutes ces choses-là, ça leur dit rien, tous ces gens-là, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils ne fonctionnent même pas avec le temps linéaire que nous avons. Ils fonctionnent avec du temps cyclique. Eh bien, quand on coach le processus du beau, du bon, du vrai, n'importe quel humain peut dire « Tiens, je m'amuse, je crée ». Il peut dire oui ou non. Je sens que ça fait du bien ou pas. Tout humain peut répondre. Je fais des choses qui tiennent, qui durent, ça marche. Tout humain peut répondre également. Vous voyez, donc même dans des questions très simples, on peut coacher ce processus-là. Alors venons à l'entreprise, maintenant comme système de navigation. Si on regarde l'entreprise dans ses différents organes, elle a donc forcément souvent donc un département de production, elle a le marketing, elle a les ventes, elle a la R&D, le management, et puis à l'extérieur, on trouve une galaxie comme les clients, les producteurs, les fournisseurs, les prestataires divers et variés, les gens éventuellement qui vont recycler aussi en fin de chaîne. Il y a le cradle to cradle notamment, de plus en plus. Et puis de manière plus étendue, on a l'environnement en général et la société tout entière. Ah, ça n'apparaît pas. Pardon, c'est moi, je vais le refaire. J'ai un petit bug dans ma slide, peu importe, je le remets. Voilà, là, oui, la société, je ne le voyais pas bien. Voilà. Eh bien, on peut demander à tous ces organes-là d'exprimer quelles expériences ils ont en temps réel, ici maintenant, du beau, du bon, du vrai. Par exemple, on peut aller voir le département marketing et on va leur dire alors vous donnez-nous votre expérience du beau, du bon, du vrai. Et ils vont dire tiens, sur le beau, ouais, on a des tas de trucs concrets, vraiment super créatifs, génial, etc. Très bien. Sur le bon, on ne sait pas trop, on fait des études de marché, mais enfin on ne sait pas trop. Sur le vrai, alors on nous demande quand même de raconter pas mal de trucs. Faut tordre un peu le cou à la vérité là-dessus. Bon, ok. On peut aller voir les gens à la production. Alors on va leur demander, tiens, et le beau, alors vous faites quoi? On gère du flux. On s'éclate pas. Ah bon? Et le bon? Oui, on a augmenté notre rapport à l'environnement, ça va mieux, on fait des eaux un peu plus clean, etc. Très bien, on peut progresser encore. Et le vrai? Ah là, le vrai, oui, ok, on gère des trucs très, très techniques, on s'en sort bien, on a réussi, etc. En fait, vous voyez, on peut demander à chaque personne dans l'entreprise et à chaque département ou chaque zone de faire un retour, même de noter de 1 à 5. Vous vous sentez créatif ou pas? Non, 1. Vous vous sentez super créatif? Oui, 5. Et puis avec tout ce qu'il y a entre les deux. Avec des réponses, pour beaucoup qui pourront sembler subjectives, mais qui vont donner quand même un indicateur de l'expérience qu'ont les gens. Et là, on peut se réfléchir à l'entreprise ultime. L'entreprise ultime où on a une maximisation du beau, du bon, du vrai. Parce que si le département de la comptabilité nous dit tiens, nous on s'emmerde, on fait pas, on crée pas, etc., il y a peut-être un lien systémique avec tous les autres départements. Donc ça ne s'isole pas. Je veux dire, on voit que ces organes fonctionnent ensemble et que là on commence à penser aussi en intelligence collective avancée, l'ensemble comme un tout vivant et pas simplement ma petite entreprise au cœur du monde qui voit pas ce qui se passe ni avant ni après. Vous voyez que là on peut mettre en place, on peut développer des méthodologies autour du beau, du bon, du vrai, qui nous aident à naviguer. Je vous parlais de navigation, et oui, navigation, parce qu'à tout moment, je peux demander, mon entreprise a-t-elle de la créativité ou elle gère du flux? Elle gère que du flux, elle gère du marché, elle répond au cahier des charges, les commandes, etc. Ça veut dire que notre R&D, certainement, ça va pas très bien. Notre entreprise, on a quoi comme retour sur le marché, sur la qualité de ce qu'on fait? Ça va nous pencher sur le principe de réalité, le ça, le vrai, et ainsi de suite. Notre entreprise, on en dit quoi? Les gens y vivent quoi dedans, à l'intérieur et à l'extérieur? Du bien, du mal, à voir, là aussi. Vous voyez, donc on a un outil de navigation qui peut s'avérer extrêmement puissant. Voilà, je voulais vous montrer ces deux aspects de la richesse. Je le répète, je vous ai parlé donc de la richesse intégrale, ça veut dire comment cartographier la richesse de manière puissante dans l'entreprise. Et deuxième aspect de la richesse, vous parlez d'un outil de navigation que vous pouvez utiliser, que vous pouvez même implémenter dans votre entreprise. Ça peut servir de tableau de bord. Ce que je vous ai montré là, vous pourriez avoir un tableau de bord en temps réel et de voir comment le beau, le bon, le vrai évolue dans votre organisation. Alors,
il y a 3 choses éventuellement que je vous propose de retenir de ce que je partage avec vous. La première, donc, encore une fois, vous pouvez vous servir du beau, du bon, du vrai comme outil de navigation pour prendre des décisions et pas simplement sur le court terme. La deuxième, je l'ai dit, servez-vous de la richesse intégrale pour voir, ça veut dire pour développer la conscience de votre collectif, de votre écosystème humain. Et là, vous allez voir que ça permet de développer des animaux sociaux, des espèces sociales beaucoup plus élaborées que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et puis le troisième, n'oubliez jamais le beau. Trop souvent, je vois les collectifs humains, qu'il s'agisse de l'entreprise ou même de l'activisme social également, les ONG, etc., et se concentrent sur le vrai et le bon. On veut faire du vrai, oui, on veut faire de la qualité, on analyse les chiffres, les données, etc. Très bien. On veut faire du bon, oui, on veut devenir responsable, on veut faire attention à l'environnement, à l'humain, etc. Très bien. Et on oublie la partie esthétique, la partie créatrice. Et ça a une conséquence extrêmement importante. Parce que la plupart des gens, aujourd'hui, je vois les gens qui s'engagent, qui ont envie d'une planète plus sympa que celle qu'on a aujourd'hui, voient le monde comme un ensemble de problèmes à résoudre. Il faut résoudre le problème de réchauffement climatique, il faut résoudre les inégalités sociales, il faut résoudre les problèmes de performance de l'entreprise, il faut résoudre. Ça veut dire qu'on ne voit que la réalité comme un ensemble de problèmes à résoudre. Or, à mon avis, l'évolution va se faire non pas par la réaction au problème, mais par un acte de création. Ça veut dire qu'il y a un acte artistique. Ça veut dire que demain, oui, il y a des problèmes à résoudre, mais on va les résoudre d'autant mieux que nous devenons créateurs. Nous inventons quelque chose de nouveau. Et là, ça nous amène dans le beau. Donc vous voyez, ça fait le beau, le bon, le vrai, ça fait un peu comme un tabouret à 3 pattes. Si on retire une des 2 pattes, ça se casse la figure. Et souvent, la patte qui manque, il s'agit du beau. Donc je vous invite vraiment dans vos entreprises, dans vos vies, à ne pas lésiner sur l'esthétique, sur le beau, à en mettre absolument partout, dans la création artistique et dans votre création intérieure. Voilà, je vous remercie. Merci.